Donc, on était effectivement assez. Alors, je vais essayer d'être aussi synthétique que possible, parce que je voudrais qu'on ait le temps de discuter, mais aussi clair que possible. C'est un travail un petit peu différent de celui présenté précédemment, puisqu'au fond, je vais m'intéresser alors vraiment à un groupe qui, lui, n'a pas beaucoup de diplômes, les boutiquiers de Shanghai. Pourquoi les boutiquiers? Puis, je vais l'expliquer un petit peu après. Et je vais travailler à partir d'un seul corpus, qui est le Shunpa. Et au fond, en utilisant différentes méthodes, essayer de faire parler ce corpus et pour qu'il nous dise quelque chose, comment peut-on retrouver dans ce quotidien une catégorie de population qui n'est pas franchement centrale dans l'historiographie. Il n'y a d'ailleurs pratiquement aucun travaux en chinois, alors qu'il y a toute une historiographie sur le monde de la boutique en Europe et aux États-Unis. Alors, les questions que je me suis posées au départ, c'est de me dire, bon, qui sont au fond ces petits commerçants ou ces boutiquiers qui étaient très présents dans la rue à Shanghai. Maintenant, les Chinois ne vont pratiquement plus, enfin j'exagère un tout petit peu, mais au fond maintenant, voilà, on a soit Amazon, on a Taobao, on a toutes sortes on commande et on achète. Mais simplement 50 ans en arrière, et a fortiori la période qui m'intéresse, on allait en ville acheter ce dont on avait besoin. Il y avait une quantité phénoménale de petits commerces. Deuxième question, comment peut-on étudier ces acteurs qui sont très largement anonymes, qui sont rarement présents dans des archives, sauf éventuellement dans des registres de commerce, voilà. Alors c'est une source possible, potentielle, mais évidemment, pour avoir travaillé sur des sources comparables, pour en avoir vu, ben, on n'a pas grand-chose. Et on n'a surtout pas qu'est-ce qui fait leur vie. Donc, la question, c'est de me dire, est-ce qu'un corpus tel que le Shenpao peut me permettre de reconstituer cet univers social, cet univers économique? Pour cela, j'ai développé, là encore, un processus de travail. Je ne montre pas ça pour essayer d'impressionner, mais pour montrer qu'au fond, pour moi, il y a un enjeu de méthode. Et la question, c'est de me dire, bon, je pars d'un corpus, je pars d'une idée, je pars d'un certain nombre de questions. Comment est-ce que je transforme ces questions en des tâches à travers lesquelles je vais pouvoir avoir l'information pertinente, c'est ce que j'ai évoqué tout au début, et à partir de cette information pertinente, extraire bien, des éléments, données, textes, que je vais traiter, et c'est là où j'ai quatre phases successives. La première, c'est évidemment de construire mon corpus, de le préparer pour que je puisse avoir quelque chose qui est représentatif. Ensuite, construire les jeux de données que je vais utiliser, et fondamentalement, il y en a deux. Il y a des textes même, à droite, textual dataset, et de l'autre, des données qui vont être plus sur le nom des personnes, le nom des organisations, etc. Et à partir de là, je peux appliquer différentes méthodes, soit analyse de réseau, soit analyse spatiale, je ne veux pas tout vous montrer, soit analyse textuelle avec différentes méthodes. Sachant qu'effectivement, je fais dans beaucoup de cas une analyse sur l'ensemble du corpus, mais en fait, le plus souvent, j'ai découpé en cinq périodes qui correspondent au fond, je ne vais pas les montrer là, mais les cinq périodes déterminées sur la base de la fréquence de ces mentions des boutiquiers dans la presse, pour arriver à quelque chose qui est de l'ordre de l'explication et de l'interprétation historique. C'est un travail en cours, donc je suis très très loin d'avoir terminé. Je publie régulièrement sur les blogs d'ANP China et de Virtual Shanghai, en fait, une série de billets où systématiquement je déploie ces différentes méthodes. J'arriverai à la fin à une étude complète. Je pars de Shenpao, j'utilise HisText et je me dis comment est-ce que je vais les trouver? Bon, tout le monde sait qu'en chinois, je pense le terme le plus commun pour boutiquier ou petit commerçant, c'est Tiantu. D'accord. Mais naturellement, Tiantu, c'est mon idée a priori, c'est le chinois d'aujourd'hui. Est-ce qu'au fond, cela couvre l'ensemble des termes possibles? Alors, pour essayer de trouver les autres termes possibles, il y avait deux méthodes. L'une, c'était de demander à mes collègues historiens chinois, et c'est ce que j'ai fait, et ils m'ont donné des termes supplémentaires. Et l'autre, c'est de me dire, mais il y a sans doute une méthode meilleure pour partir de la source elle-même. Et en l'occurrence, c'est employer une technique qu'on appelle en TAL Word Embeddings, où on projette, tous les mots sont projetés sur un espace, sur des vecteurs,
Et plus on a effectivement une proximité, et plus cela va faire sens. Donc, Istext propose cette fonctionnalité directement, et elle m'a permis d'extraire, d'identifier au fond 16 termes. Non pas un, mais 16. Vous les voyez, ils sont listés au centre de ce graphique. Euh, je n'ai rien exclu a priori. Vous verrez qu'on peut discuter de certains, par exemple Shanghu, par exemple, est peut-être discutable, mais malgré tout, à cette étape, je n'ai rien exclu parce que c'est très facile de filtrer a posteriori. Vous pouvez voir aussi que quand on a des données, on peut les projeter. Et d'emblée, les projeter notamment dans le temps. Et dans le temps, on voit qu'il y a ce terme tianzhu, évidemment, est extrêmement présent dès le départ, mais il n'est pas le seul. Il y a quantu, il y a tantu, par exemple, qui apparaissent beaucoup. On voit que le terme augmente énormément jusqu'aux années 30, et puis que finalement, il y a une forte décroissance, et inversement, un autre terme qui était assez peu utilisé au départ, qui est celui de Yetu, prend une importance de plus en plus importante, de plus en plus grande. Vous avez à droite exactement la même chose, mais sous une représentation différente. Plus la couleur est foncée sur une décennie donnée, et plus ce terme est utilisé. Donc, tout en bas, vous avez au troisième rang partant du banc, justement le terme de Tianzhu. Vous voyez qu'il est présent très fort dès le départ, et puis il décroisse. Et inversement, ce terme de Ietu, qui était assez peu utilisé au départ, vous voyez en couleur plutôt orange. Voilà. Donc, ce que ça permet de voir, c'est au fond à la fois des pratiques sémantiques. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a ces termes? Pourquoi est-ce qu'ils évoluent? Donc, on voit que là, il y a un registre très riche, beaucoup plus riche que simplement le seul terme auquel on pourrait penser. En anglais, j'ai fait le même travail sur la presse anglaise. On a seulement trois termes, par exemple. Donc, je n'en parlerai pas ici. Et ensuite, de se dire, mais est-ce que cela représente des usages linguistiques ou est-ce que ça représente finalement des fonctions différentes dans l'espace économique et social? Alors, à partir de ça, j'ai constitué un corpus. Une fois que j'avais mes 16 termes identifiés, j'ai cherché les articles. Voilà. Et lorsqu'on emploie les 16 termes en question, sur la période 1872-1949, on se retrouve avec un corpus de 69 851 articles. Et là, la question se pose, c'est ce que j'évoquais précédemment, qu'est-ce que je fais avec ça? Il est évident que je ne peux pas lire, je ne pourrai jamais lire les 69 851 articles. Donc, il faut que je trouve un moyen pour entrer dans ce corpus qu'il me dise quelque chose avant de passer à l'étape éventuellement de lecture fine, rapprochée de cette collection d'articles. Alors, j'utilise en fait, je ne sais pas comment l'analyse, si l'analyse c'est un scalpel, si c'est différents types d'IRM, mais je prends à chaque fois un outil et j'examine mon corpus sous cet angle-là. Le premier que j'ai utilisé, c'est ce qu'on appelle collocation. Au fond, ça veut dire simplement, voilà, autour de ces mots clés, les 16, quels sont les autres mots qui apparaissent? Et ça, je le définis moi-même. Je peux prendre un pas de 5, de 10, de 20. J'ai pris un pas de 5 parce qu'en chinois, il ne faut pas en mettre trop, sinon on est très vite submergé. On passera à la slide suivante pour montrer un petit peu ces évolutions, mais on voit par exemple qu'entre le graphique de droite qui porte sur la première période, on a trois termes importants qui dominent, voilà, trois, sur lesquels on a suffisamment de collocation pour pouvoir dire quelque chose. On a bien sûr Tiantu, on a aussi Tongtia et on a aussi Chantu. Lorsqu'on regarde à l'inverse, on fait un grand saut dans le temps et on regarde 38-49, bien, j'ai toujours Tiantu, bien sûr, mais les autres termes ont disparu. J'ai en revanche Yetu, que j'ai évoqué précédemment. Alors, ces visualisations, elles sont intéressantes et en plus, là, j'ai montré celles pour lesquelles j'ai filtré avec un seuil de 40 et de 30, de 40, oui, voilà, pour avoir les plus importantes. Quand on regarde ces termes-là tout seul, ici, il faudrait vraiment prendre du temps pour regarder et pourquoi ces termes-là et qu'est-ce qu'ils nous disent. On ne le fait pas comme ça, la visualisation c'est très gentil, mais on le fait par une analyse statistique. Et dans ce cas, on a par exemple ici une sorte de résumé pour chaque période, un aperçu des collocations du terme don.
commerçants ou boutiquiers, qui vous donne ici, vous voyez que euh, dans la première période, j'ai seulement quatre termes pour lesquels j'ai une quantité de collocation suffisamment suffisante pour pouvoir analyser. On voit que au fur et à mesure qu'on passe dans le temps, ça devient de plus en plus riche et puis ça s'appauvrit à nouveau. On voit aussi que la quantité de termes auxquels ils sont associés grandit, décroît, etc. Et à droite, à partir de là, je peux essayer de poser des premiers éléments. Alors, je suis désolé, cette slide fait partie d'une présentation que j'ai faite en chinois le mois dernier à Shanghai, donc je n'ai pas eu le temps de la transformer en français. Mais au fond, elle vous montre que dans la première période, par exemple, c'est très centré sur des enjeux de publication, de fabrication, mais que c'est aussi très très lié à des enjeux de procès, de pétition que l'on fait auprès des autorités. On retrouve ces éléments-là dans les autres, mais quand on arrive finalement en 39-45, on fait un grand bond. Là encore, ce qui domine, c'est finalement non pas des termes de pétition, de procès, mais plutôt des questions de propriété, de valeur, de contrat, de reconstruction de la ville, etc. Donc, on voit que cette technique, elle permet de voir un petit peu, de se dire, bon, voilà, voilà quels sont les grands thèmes déjà qui peuvent s'articuler autour de cela. Deuxième technique, cette fois, je ne prends pas tout le texte. Là, je suis parti de tout le texte en regardant qu'est-ce qui était proche de mes mots. J'ai extrait toutes les entités nommées. Et je me dis, bon, je vais choisir ici, en l'occurrence, les noms de personnes et les organisations. Et là, vous voyez deux graphiques très différents. Là aussi, ça me parle immédiatement. Qu'est-ce qui me parle? À gauche, j'ai vraiment le réseau brut. Bien. Et je vois d'emblée qu'il y a d'un côté un espèce d'ensemble interconnecté, tout est interconnecté. Et la question que je vais vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont interconnectés? S'ils sont interconnectés, c'est qu'il y a une connexion. Comment est-ce qu'elle se fait? Est-ce que l'on peut imaginer qu'il y a des choses qui vont connecter toutes ces petites histoires de boutiquiers? Je n'en sais rien. Bon, mais je vois qu'il y a des connexions. Inversement, en bas, c'est la partie inférieure du graphique de gauche, je vois plein d'éléments tout seuls. Donc, tout le bas, c'est normal, ça veut dire qu'au fond, il y a un nom de personne, une boutique, il n'y a pas beaucoup d'informations qui va. Mais je vois quand même des ensembles assez plus importants dans la partie supérieure de ce bas du tableau. Et je peux aller regarder. Parce qu'en fait, l'intérêt de cette approche, c'est que je peux toujours retrouver mon article directement. Et par exemple, si je prends sur ce graphique, là je prends peut-être ma souris, j'ai regardé ici, je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que j'ai ça qui est ici, qui semble assez riche et qui en même temps est déconnecté du reste? Bah, ça m'a permis de voir que par exemple, c'est un ensemble qui n'est pas connecté et qui ne concerne pas les boutiquiers. Ça concerne un officiel chinois à l'époque des Qing, en 1894, qui est nommé quelque part, et il passe par un bled qui s'appelle euh, Li Ping Tie. Tie. Il y a donc le mot magasin dedans. Et puis, juste après, il y a tout, donc ça fait Tianzhu, mais ça n'a rien à voir. En fait, le tout en question est rattaché à toute autre chose en termes de caractère, donc c'est un faux ami. Comme quoi, la lecture rapprochée permet de... Voilà. Alors, bien sûr, je peux travailler sur ces petites histoires, mais ce qui m'intéresse d'emblée, c'est d'essayer de comprendre le graphique, ce graphique-là. Et donc, sur la partie droite, vous avez la même chose, simplement j'ai filtré. J'ai filtré en ne retenant que un certain seuil, en l'occurrence 30 connexions entre les organisations et les personnes. Et qu'est-ce que vous voyez d'emblée? Vous voyez de très gros nœuds, voilà. Dans le cas des institutions, eh bien, les deux plus gros que vous voyez, si vous ne connaissez pas les noms en chinois, ce sont les cours mixtes de la concession française et de la concession internationale. Donc, vous dites d'emblée, ah bon, si c'est ça qui connecte beaucoup, 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 parce qu'en fait, ça connecte en centaines de cas, ça veut dire que mes boutiquiers apparaissent en lien avec ces institutions. Ça pose question. Les autres organisations, par exemple, importantes, c'est le Shanghai Municipal Council, Gongbuju, hein, voilà. Mais c'est aussi, par exemple, le magistrat de Xi'an, etc., etc. Et pour des personnes qui apparaissent de manière très importante, les points rouges en question, bah là aussi, ce sont des officiels chinois. Sima, c'est en fait un titre, c'est toujours mon magistrat de Xi'an, le
Eaton, c'est pareil, c'est un magistrat de Sienne. J'ai un Sema à son nom, voilà. Donc, d'emblée, ça me dit que quelque chose sur la nature des choses. Vous ne voyez pas quelque chose qui est aussi très important parce que c'est absolument dispersé. C'est la police. Et elle n'apparaît pas beaucoup. Pourquoi ici? Parce qu'en fait, c'est très souvent les commissariats de quartier, etc., qui sont nommés. Et donc, en fait, ils n'ont pas un poids suffisant pour apparaître ici. Donc, voilà. C'est une deuxième étape. Évidemment, rien qu'avec ça, on peut faire une analyse que je publierai un petit peu plus tard, mais extrêmement systématique sur ces données. Vous voyez par exemple que voilà, c'est une représentation plus classique, on comprend mieux ici que l'essentiel des institutions qui apparaissent, nous avons nos cours mixtes, nous avons effectivement des maisons d'import-export étrangères, tout ce qui est Yanghang, c'est des maisons d'export. Donc on se dit, bah, pourquoi? Là, ça pose tout de suite question. Est-ce que c'est des disputes commerciales? Est-ce que c'est... Voilà. Vous avez aussi les bureaux de poste, antérieurs aux bureaux de poste, hein, tout ce qui est Cintu, ce sont des bureaux de poste en réalité. Et puis d'autres éléments. Voilà. Et à partir de là, on peut se poser des questions et évidemment aller voir, hein. Troisième approche, appliquer ce qu'on appelle le topic modeling. C'est une technique qui permet de voir si, à travers un corpus énorme, en l'occurrence 1069 000 articles, il y a des thèmes qui ressortent. Il y a des thèmes très forts qui ressortent. Alors, je ne vais pas détailler comment on fait, mais en l'occurrence, j'ai fait le choix d'appliquer un modèle à 10 topics pour voir ce qui ressortait. Alors ici, ben voilà, j'en ai 10. Ici, c'est à plat. Voilà, on voit des annonces éducatives institutionnelles, donc ça relève plutôt du champ de la publicité. J'ai des publicités médicales et pharmaceutiques, j'ai des avis commerciaux, etc. Mais j'ai aussi des choses sur le mode de vie et des essais personnels. J'ai des choses sur la gouvernance locale et la police, affaires juridiques, litiges commerciaux, application de la loi d'ordre public. On voit qu'on retrouve un petit peu quand même ce qu'on avait dans l'analyse de réseau. Gestion urbaine et réglementation, voilà. Alors ça, c'est une vue à plat. Je pourrais expliquer comment on fait pour les déterminer. Ce n'est pas l'algorithme qui vous le dit. L'algorithme, il fait une seule chose. L'algorithme, il vous donne des listes de termes et c'est à vous de les interpréter pour lui donner ces énoncés que vous voyez ici. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'en tenir à cette vision à plat, mais de regarder comment ils évoluent dans le temps et qu'est-ce que cela peut nous apporter là encore, comme mise en perspective de ce corpus. Vous voyez qu'il y a, quand on regarde un petit peu ces topics, ils n'ont pas tous la même importance. Et deux notamment émergent, je les ai mis en gras ici à droite. Donc c'est le topic 6 et le topic 8, gouvernance locale et police, application de la loi et ordre public. En d'autres termes, cela veut dire que dans mon corpus, mes boutiques y apparaissent principalement dans des histoires qui ont à voir avec des enjeux de gouvernance locale et de police ou d'application de la loi et de l'ordre public. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait entièrement avec R, avec un langage de programmation. Voilà. Et ensuite, j'ai pris les résultats, des tables, les données, je les ai donnés à ChatGPT et je lui ai dit, sur la base de ces résultats, est-ce que tu... Et donc avec cette chronologie hein, qui est déjà faite, est-ce que par ailleurs tu es en mesure d'ajouter des éléments d'interprétation, pas d'interprétation, mais de contextualisation de ces données? Et donc il m'a proposé ce que vous voyez là, c'est-à-dire au fond, il me dit il y a trois grandes périodes. Il y a celle où ce qui domine, c'est plutôt des enjeux de police et des enjeux juridiques. Une deuxième période à partir de 1900 où on voit l'émergence des institutions municipales et donc on a davantage des enjeux de réglementation, voilà, d'expression du pouvoir municipal. Et une troisième période finale, dans les années 30, où finalement ces enjeux, tous ces enjeux de droit, de police, etc., s'atténuent et au contraire, voilà, on trouve quelque chose qui est davantage de l'ordre de la visibilité à travers la publicité et la consommation. Donc voilà, ce que j'ai moi donné à ChatGPT, c'est ça. Et c'est avec ça que je travaille. Je ne travaille pas avec ça, je ne travaille pas avec ça, d'accord? Je travaille avec ça. C'est-à-dire que dans ce tableau, vous avez un exemple, le topic 1 est classé par ordre d'importance.
Donc voilà, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire que le topic 1, il est présent à 99,6% dans ce document de 1917. Si je lis à l'horizontale, inversement, vous voyez que ce même document comprend d'autres topics, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus faiblement représentés. À quoi cela me sert? Eh bien, si je veux décider de ce que je veux lire en priorité, je vais me dire, ben voilà, je vais prendre les 10 premiers articles ou les 20 premiers, et je peux éventuellement les analyser plus spécifiquement, ou je peux lui appliquer d'autres méthodes, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez la possibilité de toujours retourner à la source. La source, elle est là. Elle est là. Hein, c'est ce qui est derrière SPSP Solution Power. Vous avez l'année, vous avez le mois, le jour, etc. Exact. Et j'ai bien sûr le document exact qui est dans mes données. Donc, c'est ça qui est vraiment fantastique avec ces méthodes, c'est que l'on peut passer très facilement d'un niveau hyper macro à un niveau extrêmement bas. On peut retourner au document lui-même. Petite parenthèse, vous voyez que certains identifiants, pardon, ont des slash, enfin underscore 2, underscore 4. Ça veut dire qu'en fait, le corpus du Schoenbauer est mal segmenté et que donc j'ai extrait moi-même par des méthodes computationnelles ce qui relevait exclusivement de ces histoires. Autre petite parenthèse, Cécile a développé d'ailleurs un segmenteur très prometteur avec ChatGPT qui est, qui permet de sortir du bruit très important que l'on a quand on prend des corpus de presse qui sont mal segmentés, c'est le cas du Schoenbauer. Donc jusque-là, j'ai utilisé principalement des méthodes computationnelles classiques, même si j'ai demandé à ChatGPT euh, d'analyser mon jeu de mes métriques en quelque sorte. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller vraiment au niveau de l'histoire sociale de ces boutiquiers. Et pour cela, j'ai besoin de données. Les données, on ne les obtient pas avec des techniques classiques. Euh, on pourrait le faire avec beaucoup d'imitations on obtient des résultats extrêmement complexes. Par exemple, avec un système de questions-réponses, on pourrait en partie trouver ce que je voulais avoir. Ici, ce que vous voyez sur la droite, j'ai fait deux choses. D'un côté, j'ai défini ce qu'on appelle un prompt pour demander à une intelligence artificielle, à LLM, en l'occurrence Claude Sonnet, d'extraire pour moi de tous les articles une information très précise. Je voulais le nom du boutiquier, je voulais savoir, on va le voir après. Mais comme j'ai 69 000 articles, je ne peux pas, vous l'imaginez bien, copier le texte de chaque article dans l'interface de Claude Sonnet ou de ChatGPT. Ici, vous ne voyez qu'une toute petite partie de mon script. En fait, ce que je fais, en réalité, c'est que je lui envoie, c'est là qu'on utilise ce qu'on appelle une API, le script va prendre 10 articles, les envoie à Claude Sonnet, Claude Sonnet extrait les données, me les renvoie dans un CSV qui est compilé en temps réel. Et je lance ça et j'attends que ça se passe. Et ça a dû prendre, en temps réel, ça a dû prendre une journée et demie. Voilà. Et j'ai fait le calcul que si je l'avais fait à la main, en calculant une moyenne optimiste d'une minute par article, j'aurais passé 47 jours en travaillant 24 heures sur 24. Donc, il m'aurait fallu à moi tout seul une demi-année, dans le meilleur des cas, pour extraire toute cette information que vous voyez ici. Voilà ce que j'obtiens en brut. Voilà. Donc, même chose, j'ai toujours mon identifiant, donc je sais de quelle source c'est venu. J'ai l'origine géographique j'ai le nom du personnage, du boutiquier. J'ai son origine géographique, le nom de la boutique, le type de boutique, où l'événement a lieu, les institutions impliquées, les autres acteurs impliqués, et j'ai aussi l'histoire elle-même qui est résumée avec ces éléments essentiels. Vous pouvez d'emblée voir aussi sur ce tableau qu'il y a des virgules. Cela veut dire qu'en fait, il a repéré qu'il y avait plusieurs boutiques ou plusieurs types de boutiques, ou plusieurs lieux, etc., qui sont nommés. Ça veut dire que derrière, il y a un énorme travail de normalisation ou d'éclatement d'informations pour pouvoir la reconstituer différemment. Normalisation, vous voyez aussi dans les premières lignes, hein, vous descendez dans Origin, et vous voyez qu'il y a Shangyuan et Shangyanxian. Ce qui veut dire que là, j'ai deux noms différents, il faut normaliser. Voilà ce que j'ai comme information. Ça, c'est la totalité
de l'information extraite du Shumpao, de ces articles que j'ai identifiés, 69 000. J'en ai perdu en route, hein. À chaque fois on en perd un peu parce que il y en a qui ne sont pas pertinents, on les élimine. Mais vous voyez que j'ai, en ordre pratiquement décroissant, sauf pour les plots, pour les narratives, j'ai très peu d'informations proportionnellement sur l'origine géographique de mes boutiquiers, 6300 seulement. J'en ai beaucoup sur les noms de boutiques, c'est pas super utile, mais je voulais les avoir. J'en ai vraiment beaucoup sur le type de boutique. Et j'ai aussi les noms des boutiquiers. En réalité, un petit peu une illusion parce que dans beaucoup de cas, c'est ce qu'on a, c'est Wang Mo ou bien Wang Shi. Hein, et donc, on a Monsieur Mo ou un certain Wang, des choses comme ça. C'était pas le plus important pour moi. C'est évidemment ce qui est le plus important, c'est à la fois le plot, c'est la localisation, les institutions. Et donc, il y a un gros travail d'analyse que l'on peut faire. Je ne vais pas le faire ici. Je vais simplement vous donner quelques exemples de ce que l'on, et je vous dirai ce qu'on aboutit, mais par exemple, sur les types non nettoyés de boutiques, on a Koja, c'est le plus important dans ce corpus. Hein. C'est des espèces de petites pensions, petits hôtels, etc. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ça paraît tant que ça? Est-ce que c'est parce qu'elles sont ruinées? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la prostitution là-dedans? Est-ce que c'est, etc. On peut commencer à se dire, voilà, les magasins boutique du quotidien quand même pour la population, boutique du quotidien. Pourquoi est-ce qu'il y a ces disputes? Pourquoi est-ce qu'il y a ces enjeux? Opium, bien sûr. Yangrang, ce sont ces maisons d'import-export étrangères. Chaguan, là aussi des lieux du quotidien. Voilà, banque traditionnelle. Voilà. Vous pouvez voir aussi que ça n'est pas normalisé. Hein. Vous avez mis Dian et vous avez mis Rang, par exemple, où vous avez Yanghuo Dian, Yanghuo Rang. Donc ça veut dire que tout ça, derrière, moi, il faut que je fasse un travail de normalisation. Mais avant de faire le travail de normalisation, il faut que je me dise, est-ce que c'est bien la même chose? Est-ce que Mirang, par exemple, est-ce que c'est vraiment petite boutique de riz, ou est-ce que c'est un grossiste, ou etc. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser avant de normaliser. L'origine géographique, voilà, je pense ça n'est sans doute pas complet, puisque une fois, j'en ai que 6000 personnes pour lesquelles je l'ai, mais quand même, ça veut dire que c'est sur mes 6000, je peux avoir donc à gauche, vous voyez la répartition en lieu d'origine les plus nombreux. Alors c'est très divers, hein. C'est pour ça qu'il y a un gros travail encore à faire derrière. J'ai des provinces, j'ai des sièges, j'ai des villes, j'ai toutes sortes de... Parfois j'ai des villages, donc j'ai un gros travail de normalisation, mais pour montrer déjà ceux qui sont les plus importants dans une première mouture, ceux qui sont nommés plus de 80 fois, bien, vous voyez à gauche ce que cela donne quand on n'a pas normalisé, Ningpo 256, etc. À droite, c'est normalisé. Et donc là, j'ai concaténé effectivement tout ce qui était eh bien, des caractères différents ou une version courte du nom de Ningpo. Et là, j'ai une distribution qui est quand même beaucoup plus précise et qui me montre qu'à l'évidence, bien sûr, on a une population locale très importante. On voit aussi que l'appellation est importante. Pourquoi est-ce qu'on on va utiliser Shandong alors qu'on va appeler Ningpo Shaoxing pour des gens du Zhejiang? Ça veut dire qu'il y a des communautés plus importantes identifiées alors qu'on va mettre dans un grand sac la plupart des autres provinces, par exemple. Vous voyez qu'on a Yangzhou, mais aussi Tianpei, alors que les deux sont évidemment dans la même région, dans le nord du Jiangsu. Donc on peut faire ce premier travail et après on peut se dire, voilà, le monde de la boutique, par qui il est représenté au plan humain. Enfin, pour ne pas trop tarder, euh, ces fameuses histoires. Tout à l'heure, j'ai fait du topic modeling. Là, à travers l'analyse des histoires, ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai eu mes histoires, j'ai employé là encore, Claude Sonnet. Je lui ai dit, voilà, il faudrait que tu me proposes une classification de ces histoires, de sorte que je puisse savoir de quoi ils retournent. Et ensuite, j'ai fait des regroupements pour produire ce que vous voyez là, donc ce camembert. Je vais vous montrer après plus précisément les catégories. Je lui ai demandé de me proposer ça et en fait il a abouti à une classification en 15 catégories que j'ai trouvé satisfaisante, voilà, en tout cas pour moi-même. Et ensuite j'ai fait ces regroupements. Vous voyez d'emblée que bah, nos boutiquiers, ou en tout cas bah, s'ils apparaissent dans la presse, c'est en lien avec les affaires criminelles. On va voir ce que c'est. En lien avec le business, c'est pas négligeable, mais c'est seulement 22%.
la catégorie autre, là, il faut que je la revoie. C'est évident qu'il faut pas se fier à ce qui a été classé comme ça. Et puis, un certain nombre d'autres petits sujets comme les conflits du travail ou des disputes mineures. Qu'est-ce qu'il y a dans criminel? Voilà ce qu'il y a dans criminel. On voit quand même qu'il y a beaucoup de cas d'homicide et de décès, des cas de vol, des cas de violence et voilà, des cas de vol, des cas de fraude, des cas, etc., etc. 5000 cas quand même, plus de 5000 cas de décès. Bon, ça veut dire effectivement qu'il s'est passé. La vie d'un boutiquier n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà en fait comment j'ai procédé. Ça, c'est le détail, hein, les 15 catégories, vous les verrez aussi peut-être après. Et voilà comment j'ai regroupé. Ça me permet d'avoir une première idée de la manière d'où et comment apparaissent mes boutiquiers dans la presse. Vous pouvez voir aussi que j'obtiens des résultats dans l'analyse avec l'intelligence artificielle des petites histoires qui est différente en partie de ce que j'avais dans l'analyse par le topic modeling. Ça n'est pas surprenant et ça n'est pas un problème en soi parce que on n'a pas du tout la même approche dans ces deux cas. Pour aller vite, ce que me montre le topic modeling, c'est avant tout, il prend l'ensemble du corpus des mots et il traduit cela en thèmes dominants. Et donc, on voit effectivement émerger un certain nombre de domaines, éducation, droit politique, commerce, gestion urbaine, voilà, des cadres institutionnels, des espaces discursifs structurés. Et au fond, ça me montre mes commerçants ancrés dans ces structures sociales. À l'inverse, la classification à travers un LLM se focalise vraiment sur ce qui s'est passé. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un conflit, c'est qu'il y a eu un crime commis, c'est qu'il y a eu une problème de transaction. Donc, j'ai les interactions, celles concrètes. Je vois mes rôles d'acteur, mes relations sociales. Et en combinant, au fond, les deux approches, on peut répondre à des questions de recherche différentes. Le premier, dans quels domaines sociaux mes commerçants sont-ils engagés? Inversement, avec la classification des événements, dans quelles histoires ont-ils vécu? Quel rôle ont-ils joué? Voilà, on peut. Il y a la structure versus l'agentivité. C'est un petit peu ce que j'essayais de saisir à travers ces méthodes. Alors, si je devais très 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 vite dire des choses en conclusion, très préliminaire, hein, au regard de ce qui reste à faire comme travail, bon, je vois des boutiquiers. Alors, très vite, hein, on peut discuter hein, si on va vraiment des boutiquiers. Il n'y a pas que des boutiquiers, mais on les voit qu'ils occupent un rôle important de médiateur, actif ou passif, dans la structure sociale. Je vois aussi une identité très hybride. Ils sont à la fois des acteurs économiques, ils sont à la fois des acteurs civiques, très très peu. On les voit aussi des acteurs juridiques, légaux. On voit aussi des boutiquiers qui sont exposés dans leur vie quotidienne à une certaine vulnérabilité, à pas mal de conflits, que ces conflits soient violents ou qu'ils soient d'ordre commerciaux. On voit bien sûr aussi à travers le temps une évolution de leur statut, de leur dénomination, de la manière dont, au fond, le commerce se restructure. On avait des petites boutiques essentiellement au 19e. On finit par avoir des choses qui sont plus structurées juridiquement dans la période, par exemple, après la guerre sino-japonaise. On peut voir aussi à travers les identités géographiques qu'on a toujours quand même des réseaux importants, ce sera évidemment à voir. On voit des groupes que l'on connaît bien pour ceux qui connaissent de Shanghai dominés, mais ça reproduit aussi en partie la structure de la population, même si je devrais avoir beaucoup plus de gens du Jiangsu que de gens du Zhejiang. Or, ce n'est pas le cas ici. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que le Shumpao nous donne beaucoup plus que des nouvelles, des petites nouvelles commerciales ou des nouvelles. Euh, il nous offre au fond une trace de ce monde social, de ce monde institutionnel, de ce monde moral aussi, des boutiquiers
à travers bah, 8 décennies de changement entre 1872 et 1949. Et en combinant ces différentes méthodes, on commence à faire émerger au fond des termes français, il n'y a pas de bon terme, parce que en anglais, patterns, des tendances. Et c'est ça qui peut me guider désormais pour retourner finalement au texte, pour retourner aux articles et pour voir concrètement pourquoi j'ai ces tendances, ces patterns, euh, euh, sur la base d'une lecture, cette fois attentive, d'illustration, qui me permettra effectivement, j'espère. Alors, je vais procéder en fait à l'analyse systématique à travers ces différentes méthodes, et ensuite je vais revenir effectivement au récit pour essayer, je l'espère, de vous raconter une belle histoire sur les boutiquiers de Shanghai. Merci de votre attention.